Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette émission en public. Comme vous l'entendez, nous sommes ensemble pendant 1 heure depuis Montreuil, aux portes de Paris. On sent le grand jeu, c'est le nom de cette émission, celle qui raconte votre aventure des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, un événement mondial historique, la capitale française sous le feu des projecteurs, un été bouillant et vibrant d'émotions, des records, des larmes, des cris de joie, des chants de supporters, des hymnes nationaux et en toile de fond, ces installations magistrales, constructions ingénieuses qui ont été les théâtres des plus grands exploits sportifs. Aegis y a grandement contribué et nous allons voir avec nos invités ce qui reste de ces Jeux, quel héritage matériel, quel héritage immatériel. On sort le grand jeu, c'est parti. Alors avant de vous en dire un peu plus sur le déroulé de cette émission, peut-être une première réaction de nos 3 premiers invités. Florian Jouani, bonjour. Bonjour. Champion paralympique de handbike, 3 médailles cet été, on va y revenir. Vous êtes notre invité fil rouge. Si vous deviez garder une seule image de ces Jeux, ce serait laquelle ? Ce serait l'explosion du handisport avec la notion que le parasport a été vu comme du sport, de la performance avant tout. Même question pour vous, Emmanuel Constant, élu de Seine-Saint-Denis, vice-président du conseil départemental en charge de l'éducation des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. L'image la plus forte de ces Jeux pour vous ? C'est ça, c'est aussi une compétition, la compétition de paracyclisme à Clichy-sous-Bois, parce que c'est à la fois être sidéré par les sportifs, les athlètes, et être heureux que ça se passe à Clichy-sous-Bois, qui a été une ville longtemps stigmatisée. Sophie Lambert, vous étiez volontaire Aegis au Stade de France. Bonjour. L'image la plus marquante pour vous ? Pour moi, c'était le regard des gens qui rentraient dans le Stade de France et les étoiles qu'ils avaient quand ils voyaient la décoration violette, la piste d'athlétisme violette dans ce stade immense et l'émotion que j'ai ressentie dans leurs yeux. Vous restez tous les 3 avec nous et avec le public qui nous accompagne et vous qui nous écoutez ou qui nous regardez en live ou en podcast, que vous ayez suivi ces Jeux depuis votre salon, assis ou debout face à la télévision, que vous ayez eu la chance de vivre l'événement en live, en vrai, dans les gradins au plus près des champions. Toutes et tous, nous sortons d'un été olympique avec des souvenirs forts et notre regard donc se porte maintenant vers l'avenir. Que va-t-il rester de ces Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Le mot héritage, vous l'entendez partout, dans les médias, dans les interventions des responsables politiques, dans la voix des organisateurs de ces Jeux. Un mot fort donc qui porte en lui des valeurs fondamentales, celles de responsabilité et de transmission. Des valeurs également partagées et incarnées par Aegis, notre partenaire de ces Jeux et acteur de la construction des sites qui donc portent eux aussi en eux cette idée d'héritage responsable. Et c'est donc cette voie que nous allons explorer ensemble dans cette émission, avec des champions, avec des volontaires, des chercheurs, des ingénieurs, des élus, des porteurs de la flamme olympique qui nous rejoindront dans un instant. Ils vont nous éclairer sur cette part d'héritage, sur ce qu'il va rester de ces Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 ont été donc un formidable succès populaire, l'un des symboles de cet engouement. Les volontaires, plus de 45 000 personnes mobilisées partout en France pendant les Jeux, 45 000 volontaires, dont 50 sélectionnés chez Aegis. J'ai eu cette opportunité géniale grâce à Aegis. Vraiment expérience exceptionnelle. C'était vraiment quelque chose de fantastique, quoi. J'ai découvert et ressenti un truc assez incroyable. Ça a été un moment de bien-être, de joie, de bonheur partagé. Ça a créé un lien très proche entre les différents collègues de Aegis. And I've met so many other Aegis colleagues through this experience. Je suis hyper reconnaissante vis-à-vis d'Aegis, parce que ce genre d'opportunité, je pense qu'il n'y a pas énormément de sociétés qui la proposent. Ça permet d'ancrer un petit peu plus ce que l'entreprise a fait, ce qu'Aegis a fait pour l'organisation de ces Jeux. Puis évidemment, il y a toutes les participations qu'on a pu avoir sur les chantiers des Jeux Olympiques qui amènent de l'expérience aussi dans le domaine. En tant que salarié Aegis, je pense qu'il restera une immense fierté. C'était une expérience humaine, cette aventure. Un immense merci à Aegis qui m'a permis de vivre l'aventure d'une vie. And I'm very grateful for Aegis.
Alors, on le rappelle, Aegis, c'est 20 000 collaborateurs à travers le monde, 150 salariés mobilisés sur le partenariat avec Paris 2024. Aegis qui intervient sur la conception ou la rénovation des grands équipements sportifs ou événementiels depuis plus de 40 ans. Et donc, il y avait 50 volontaires sélectionnés. Parmi eux, vous, Sophie, vous étiez en charge de l'accueil des spectateurs au Stade de France. Vous étiez un peu l'âme des JO. Vous représentiez la France devant le monde entier. Grosse pression. Un peu la pression, oui. C'est vrai qu'on nous a vendu ça. Le premier jour, en arrivant à la formation, on nous a dit « Vous serez la première personne que les spectateurs verront et la dernière personne que les spectateurs verront quand ils partiront. » Donc ce qui importe pour nous, c'est que vous véhiculiez l'âme des Jeux avec votre sourire, votre énergie, etc. Un peu de pression quand même. Et quelle était votre mission ? Alors moi, j'ai été équipier service aux spectateurs, Event Services en anglais. Waouh. Et ouais, super accent. Et on était en charge de l'accueil des spectateurs, donc comme son nom l'indique, au Stade de France. Est-ce qu'il y avait une mission en particulier ? Je crois qu'il y avait 3 missions à l'extérieur du stade, ce que vous appelez le wayfinding pour la direction à l'intérieur du stade et puis dans les tribunes. Vous, votre mission favorite, c'était laquelle et pourquoi ? Alors, ma mission favorite, c'était l'extérieur du stade, parce que c'était la première fois qu'on interagissait avec des spectateurs de tout le monde entier. Et alors moi, mon poste favori, c'était le mégaphone sur la chaise d'arbitre. Et je faisais des petites blagues, je souhaitais la bienvenue. Alors j'ai appris à dire bonjour dans toutes les langues. C'était mon défi. Combien de langues au total finalement ? Je ne sais pas, une quinzaine au moins. Ah, bravo. Alors avant de parler concrètement de l'héritage matériel, un mot, Florian Jouani peut-être, vous le sportif de haut niveau, para-athlète, triple médaillé aux Jeux de Paris, sur ce travail des bénévoles, des volontaires que vous avez pu observer de près. C'est formidable. Nous, voilà, au village, on avait aussi de nombreux volontaires et ils nous facilitaient le quotidien. Donc sans eux, forcément, ça aurait été beaucoup plus compliqué, voire pas possible. Donc simplement, merci à eux pour ce qu'ils ont fait. Emmanuel Constant, vous êtes vice-président en charge de l'éducation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 au Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Peut-être pour entrer dans le vif du sujet, mais avec une question un peu globale, une première question pour planter le décor. Quelles sont les retombées économiques peut-être des Jeux Olympiques et Paralympiques pour le département de Seine-Saint-Denis ? Je crois que vous avez reçu une étude récemment de chercheurs à ce sujet sur l'emploi solidaire notamment. Oui, on a travaillé sur ces questions-là. On a fait travailler un certain nombre de cabinets et d'universités, de chercheurs, parce que, évidemment, on ne voulait pas laisser passer cette occasion des Jeux et on ne voulait pas que ces Jeux soient une manifestation hors sol. Donc, on a tout fait au département de la Seine-Saint-Denis. On n'était pas d'ailleurs tout seul et on l'a fait avec la très grande coopération de Paris 2024. On ne voulait pas que cette manifestation énorme, la plus grande du monde, soit une manifestation hors sol. On savait qu'elle se déroulait principalement, majoritairement sur le département de la Seine-Saint-Denis, en nombre d'épreuves, et qu'à ce titre-là, il fallait, à la fois que pour les habitants et pour le tissu économique du département, il y ait de retombées. Et ça, c'est d'abord passé par la nécessité d'expliquer au tissu économique de Seine-Saint-Denis que ce n'est pas parce qu'ils étaient petits, ce n'est pas parce qu'on avait affaire à une PME ou à une TPE que ce gros marché des Jeux Olympiques n'était pas pour eux. Voilà, ne les concernait pas. Et ça, on est d'abord passé par des moments qu'on a appelé on a monté la fabrique des Jeux, voilà, et on s'est adressé au tissu entrepreneurial du département, en lien évidemment avec France Travail, avec tous les intervenants possibles et imaginables, pour faire comprendre que ces Jeux étaient aussi pour eux. Ce qui fait que ça a eu des effets en matière d'heures d'insertion, en matière d'embauche. On a comptabilisé à peu près jusqu'à maintenant 3000 personnes qui ont bénéficié d'embauche dans le cadre de ces Jeux. Il y a un peu moins de 1000 TPE, PME du département de la Seine-Saint-Denis qui ont contribué aux différents marchés. Il y avait un peu plus de 500 marchés sur le département. Et puis, voilà, au-delà de ça, ce sont des éléments qu'on a un peu de mal encore à appréhender. C'est tout ce qui s'est passé autour de l'hôtellerie, tout ce qui s'est passé autour des commerces de proximité, par exemple. Et des transports, peut-être. Sophie Lambert, vous, votre métier, c'est directrice de travaux sur le Grand Paris Express. Ça consiste en quoi, d'abord ? Tout à fait. Alors, ça consiste en le suivi des travaux par des entreprises générales, de la construction de la nouvelle ligne de métro, ligne 16, qui va desservir tout le département du 93, de plein ouest à plein est. Et voilà.
Vous aviez un objectif à atteindre absolument avant les Jeux, c'était d'étendre la ligne 14, Tout à fait. on est d'accord, du métro du nord au sud, avec Saint-Denis-Pleyel d'un côté et l'aéroport d'Orly de l'autre. Ça, c'est le premier héritage matériel très concret. Maintenant, donc, c'est la ligne 16 dont vous parlez. Je crois que vous, chez Aegis, vous avez une deadline qui approche, c'est mi-2025. Quels travaux vous supervisez? Alors, pour ma part, je supervise les travaux du lot 2. Donc, c'est une petite section de la ligne 16 qui va à peu près de Aulnay jusqu'à Clichy-Montfermeil. On en parlait tout à l'heure. Voilà, c'est constitué de 4 gares, Sevran-Livry, Sevran-Beaudotte, Clichy-Montfermeil et Aulnay. Une dizaine d'ouvrages annexes qui sont des ouvrages de maintenance, ventilation et qui aident le service de transport à fonctionner. Et puis, bien sûr, le tunnel où circuleront les trains de la ligne 16 qui seront complètement automatiques. Alors ça, c'est très concret, Emmanuel Constant. Qu'est-ce que vous diriez quoi sur ces Jeux Olympiques, Paralympiques? Ils laissent un héritage matériel irréversible. En quoi ça a changé le visage du département de Seine-Saint-Denis? Alors, le visage, je ne sais pas. La vie des gens, je le sais plus certainement. Si vous voulez, l'ensemble. Non, mais le visage, il y a, par exemple, la tour Pleyel, qui était Oui, un béton, qui était un bâtiment en Oui, béton mais rouillé, qui est devenu bien un sûr, hôtel bien de sûr. luxe, Et de meilleurs transports en commun. bien sûr. Bien Ça sûr. change le visage et le Oui, quotidien des oui. habitants. Oui, bien sûr. Vous avez raison. Je pense notamment à ce qui est autour de Saint-Denis et de l'île Saint-Denis, avec notamment à l'île Saint-Denis. L'île Saint-Denis était la dernière ville en zone urbaine dense, où il y avait encore des passages de lignes à haute tension. Bon, et ça semblait ne poser problème à personne. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ce qui fait que on peut dire d'une façon générale que l'ensemble des projets de transformation urbaine qui se sont déroulés grâce aux Jeux étaient des projets qui finalement existaient, en tout cas existaient dans la tête d'un certain nombre de décideurs, d'élus, mais on savait que les moyens qui étaient les nôtres nous permettaient de réaliser tout cela en 30 ans. On a coutume de dire que grâce aux Jeux, on a fait ça en 7 ans. Les Jeux ont considérablement accéléré le rythme et ça a été pour nous un accélérateur de la transformation du département. Alors, on poursuit notre réflexion sur l'héritage matériel de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Florian Joigny, vous êtes un sportif de haut niveau. Vous avez 32 ans. Vous êtes devenu tétraplégique à la suite d'un accident de ski en 2011. Vous n'aviez même pas 20 ans. Et vous êtes devenu, à la suite de cet accident, donc un triathlète, un cycliste handisport français, triple médaillé, je le disais, aux Jeux Olympiques, Paralympiques cet été, dont 2 médailles d'or en handbike. On va découvrir à l'écran ces photos de votre aventure paralympique. Une médaille de bronze d'abord, pour commencer. Vous étiez très déçu, vous me l'aviez dit, mais revanchard. Et votre détermination vous a permis, on le voit, de décrocher 2 autres médailles en or. La première, c'était dans l'épreuve de la course en ligne, c'est ça? C'est ça, le bronze, c'était sur le contre-la-montre. Derrière, effectivement, le couteau entre les dents, parce que pas satisfait de la couleur. Je suis allé chercher l'or sur la course en ligne. Et vous l'avez apporté avec J'ai vous. apporté On peut la peut-être médaille, la ici. montrer, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on a un champion paralympique avec nous et on en est très satisfait. Merci Florian. Et donc vous avez une première médaille d'or. Donc ça, celle-ci, c'est l'épreuve individuelle. Ouais, c'est ça. Et il y en a eu une autre, l'épreuve de relais par équipe. On vous voit là aux côtés de vos 2 camarades, Johan Quayle, qu'il me pardonne si je prononce mal, mais vous-même, vous ne m'avez pas aidé sur le nom. Non, mais pour le coup, c'est pas Johan, c'est Mathieu. Ah, c'est Mathieu. Donc Mathieu Bosredon et Joseph Fritsch. Fritsch. Ouais, Là, c'est je ça. me Ouais, trompe pas, ouais. Joseph Fritsch, d'accord. Donc là, c'était votre 2e médaille d'or. Vous êtes fier quand même de ce parcours. Oui, je suis fier. Alors, effectivement, la première note, elle était un peu amère. Je n'allais pas à Paris pour du bronze. Dans ma tête, je visais 3 médailles d'or. Bon, elles n'ont pas été là, mais au final, le bilan est quand même très positif. Oui, 2 Et, médailles d'or, une je médaille de ressors bronze, c'est quand satisfait. même plutôt pas mal. Vous faites du handbike en catégorie H2. Peut-être nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, en fait, on a en vélo couché, handbike, on a 4 catégories. 2 chez les tétraplégiques, 2 chez les paraplégiques. Et pour différencier, donc moi je suis tétraplégique, donc avec des séquelles au niveau des membres inférieurs, mais aussi supérieurs, notamment au niveau de l'appréhension des mains, pour expliquer un petit peu. J'ai des adaptations sur mon handbike qui me permettent de pallier à ça. Et donc je fais partie de la catégorie H2, tétraplégique, avec une fonctionnalité partielle des triceps. Donc les triceps, c'est les muscles à l'arrière des bras. Donc on est quand même... on a un déficit au niveau des bras,
Mais voilà, on arrive à pédaler et à faire avancer notre vélo comme ça. Alors, vous parliez des particularités de votre vélo. C'est un aspect important de cet héritage matériel. On sait à quel point c'est onéreux. Un vélo de handbike de compétition, c'est combien? C'est environ 20 000 euros. 20 000 euros. Pour quelqu'un qui veut faire du loisir, on tourne autour des 4 000 à 5 000 euros à Ouais, minima, 5 je 000 pense. euros, ouais. Voilà. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ces Jeux olympiques, ces Jeux paralympiques ont changé quelque chose dans l'héritage à cet égard, à votre avis? Ce qui est certain, c'est qu'en vue de ces Jeux, on a été plus accompagné avant, au niveau des partenaires, au niveau des fédérations, de l'ANS, l'Agence nationale du sport, qui, lorsqu'on était potentiel médaillable, a alloué des budgets pour nous permettre d'arriver à Paris dans les meilleures conditions, que ce soit au niveau du matériel, au niveau des déplacements sur les courses, etc. Parce qu'on voulait aller chercher des médailles à Paris. Maintenant, on parle d'héritage, donc j'espère que ces aides qui ont été attribuées au sport en général et au handisport vont continuer à l'avenir, parce que la vie du sport ne s'arrête pas à Paris 2024. Sophie Lambert, vous étiez, je crois, dans une team Aegis avec 2 para-athlètes. Est-ce que vous avez envie d'y croire à la trace que les Jeux vont laisser? Oui, bien sûr, j'ai envie d'y croire. Et puis, j'ai vu l'effet déjà sur un certain nombre de mes collègues et des gens que je fréquente. On constate qu'il y a des gens qui se sont mis au sport grâce à ces Jeux Olympiques, pris dans la ferveur. Ils se sont dit, pourquoi pas moi? Et j'ai beaucoup d'exemples autour de moi de gens qui ont profité de l'expérience JO pour se dire, à mon tour. Sophie Lambert, on va vous libérer dans un instant. Merci en tout cas déjà pour nous avoir accompagnés sur cette première partie d'émission. On continue, on sort le grand jeu, toujours en compagnie aussi de Florian Joigny et d'Emmanuel Constant. Le temps de vous présenter peut-être une nouvelle vidéo. On parlait du matériel spécifique pour les cyclistes handisport, mais il y a un autre aspect tout aussi fondamental pour le bon déroulé des épreuves sportives, c'est bien sûr les infrastructures. Vous, Florian Joigny, en tant que cycliste, vous êtes sur la route, mais pour le VTT, par exemple, il y a un site olympique qui a été concocté tout spécifiquement pour les Jeux sur la colline d'Élancourt dans les Yvelines. Alors, que va devenir ce site? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Penser l'après-jeu en léguant un héritage matériel pour les territoires, c'était l'un des enjeux majeurs de l'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce fut le cas par exemple avec la colline d'Élancourt dans les Yvelines. Une ancienne décharge à grande échelle, une pollution lourde dans les sols, des espèces végétales invasives, 5 ans pour transformer cet espace hostile en site olympique pour les épreuves de VTT. Une totale réussite, des travaux extrêmement importants mais à vocation pérenne, car à l'avenir, la colline d'Élancourt doit devenir un parc destiné avant tout aux habitants de Saint-Quentin en Yvelines. Le site olympique a été démonté dès la fin du mois d'août et le chantier d'aménagement doit commencer très prochainement. La construction de pistes de VTT supplémentaires est prévue pour accueillir les usagers, qu'ils soient débutants ou confirmés. Des pistes vertes, bleues et rouges, un peu comme pour les domaines skiables. 9 km au total, sans oublier 12 km de sentiers pour les promeneurs, avec pêle-mêle des parcours sportifs, des agrès pour les enfants, mais aussi des bancs pour se reposer. Une plateforme située au sommet de la colline permettra également d'identifier le paysage à 360 degrés. Un chantier estimé à 12 millions d'euros, financé par l'État, la région, le département et la commune de Saint-Quentin en Yvelines. Le site de la colline d'Élancourt devrait rouvrir au public au printemps prochain. On sort le grand jeu, se poursuit, toujours en compagnie de Florian Joigny, d'Emmanuel Constant. Et je vous propose d'accueillir, s'il vous plaît, à présent Thibaut Héroux-Roy, chargé de sport, de projet Sport and Events chez Aegis. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez travaillé sur de nombreux sites depuis la préparation des Jeux. Une réaction sur ce site d'Élancourt qu'on vient de voir, redonner vie à un site pour les habitants et les sportifs du dimanche. C'est ça la promesse de l'héritage matériel ? C'est une des promesses, oui. Sur ce site-là, on rend ce site à la population et à une population plutôt amateur. Et il y a également d'autres sites qui le font plus pour des sportifs confirmés. On va y revenir, oui. Donc oui, c'est un des objectifs et c'est vrai que c'est un beau projet qui sera
sympathique pour la population quand ça verra le jour. Alors quand ça verra le jour, on est d'accord, au printemps prochain, on reste optimiste? C'est la date qui est prévue. Vu que les travaux vont commencer, on peut encore rester sur ce postulat. Allez, on va rester optimiste. Autre site, celui que tout le monde a vu, dont tout le monde a entendu parler, le village des athlètes en Seine-Saint-Denis, l'un des plus symboliques des Jeux et l'un des défis de l'après-Jeux. Alors comment relever ces défis? Je vous propose d'en reparler juste après une nouvelle vidéo. Des infrastructures utilisées par les sportifs du monde entier et léguées aux habitants des territoires de Seine-Saint-Denis, c'était l'un des objectifs majeurs de Paris 2024, notamment pour le village des athlètes. C'est ici, à cheval sur 3 communes, Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis, que le village a accueilli plus de 23 000 sportifs et leur staff au cœur de l'été. Un espace de 52 hectares, l'équivalent de 70 terrains de football, sur lequel va désormais s'élever un nouveau quartier d'habitation attractif, 2800 logements, dont 25% d'habitat social, tous accessibles aux personnes à mobilité réduite et la plupart destinés aux familles. Il y aura également une résidence étudiante, un hôtel, 2 nouveaux groupes scolaires doivent aussi voir le jour. Contribuer à protéger et développer la biodiversité, c'est l'un des enjeux de ce futur quartier. Les toitures ont été conçues pour accueillir des insectes et des oiseaux. Les séquano-dionysiens, les habitants de Seine-Saint-Denis, pourront également profiter de 6 hectares d'espaces verts, dont un parc public. Cet écoquartier a été pensé avec des espaces végétalisés pour les piétons. Un franchissement au-dessus de la Seine réservé aux mobilités douces doit permettre de relier l'île Saint-Denis à Saint-Denis. L'ancien village des athlètes a enfin vocation à devenir un pôle d'attractivité économique avec 120 000 m² d'activité, bureaux et services pouvant recevoir 6 000 salariés et 3 200 m² de commerce de proximité. Vous l'aurez compris, les Jeux ont joué un formidable rôle d'accélérateur en rendant possible la réalisation de projets attendus depuis des années, voire des décennies par les habitants de Seine-Saint-Denis. Alors quand on parle d'héritage matériel des Jeux, on pense donc bien sûr à ce village des athlètes qui doit devenir un écoquartier attractif pour les habitants, pour les entreprises. Emmanuel Constant, est-ce qu'il y a déjà une forte demande de la population? Il y avait une forte demande de la population de Saint-Denis, de Saint-Ouen, de l'île Saint-Denis, de voir ces bords de Seine aménagés. Et ce que vous avez montré est assez édifiant, c'est-à-dire que les images réelles qui alternent avec les images d'illustration sont presque plus belles que les images d'illustration. C'est ça qui est assez formidable. Je crois qu'il y avait une vraie attente, d'abord et avant tout, des habitants de Seine-Saint-Denis. Mais attente déçue ou non. enthousiaste? Alors, je crois qu'aujourd'hui, à l'issue des Jeux, maintenant que les travaux sont terminés, mais vous connaissez ça chez Aegis, enfin, les travaux, ça enquiquine tout le monde. Hein, voilà. Sauf que quand c'est fini, on est bien content que ce soit terminé. Et je crois que pour les habitants, après avoir, je crois, effectivement subi plusieurs années de nuisances, je pense notamment aussi aux collégiens, parce que vous avez eu la gentillesse de dire que je m'occupais des collèges dans le département de la Seine-Saint-Denis. Les collégiens du collège d'Oramar, juste à côté, ont effectivement eu aussi à subir quelques nuisances. Maintenant, il y a une vraie satisfaction et puis, je crois, une vraie fierté de la part des habitants. Oui. Thibaut Héroy, sur ce village des athlètes, c'est Aegis a œuvré avec plusieurs objectifs, l'excellence environnementale notamment, l'accessibilité pour tous, des objectifs numériques, d'innovation. Très concrètement, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'on a essayé de faire un village à la fois agréable aux athlètes pour les accueillir lors de leur compétition au mieux. Et d'ailleurs, comme on a un athlète sur le plateau, j'espère qu'il pourra nous confirmer que ça a été un séjour agréable et qu'il a été bien accueilli. On va lui demander tout de suite. Florian? Ouais, ça s'est très bien passé, oui, en termes d'accessibilité. En tout cas, tout était pratique et il n'y a pas eu de soucis de ce côté-là, ce qui n'est pas souvent le cas à Paris. Et pour la suite? Et pour la suite, il n'y a pas que les athlètes qui utilisent ce village. Et donc, pour sa transformation, on a essayé de faire quelque chose qui sera le plus innovant possible, le plus à la pointe, pour que les futurs habitants et utilisateurs de ce quartier
s'y sentent aussi bien que les athlètes s'y sont sentis pendant les Jeux. Alors, en quoi c'est innovant? Moi, je veux que vous me parliez très concrètement. C'est à la fois réunir les différentes fonctionnalités qu'on cherche dans un quartier, des habitations qui sont à la pointe en termes d'isolation, toutes ces choses qui permettent que la vie soit agréable, comme on voit l'aménagement des bords de Seine, des passerelles, donc pour le transport, que ce soit piéton, etc. On a parlé tout à l'heure des lignes de métro qui vont relier ces espaces, et puis pour les utilisateurs du quartier qui vont y travailler avec des bureaux nouveaux qui leur permettent de travailler correctement, des commerces, des choses comme ça. On espère que voilà, ça sera là qu'ils se trouveront le mieux. Emmanuel Constant, vice-président, je le rappelle, en charge de l'éducation et des Jeux Olympiques et Paralympiques au département de Seine-Saint-Denis. On a souvent parlé des fameux éléphants blancs, ces méga projets qui amènent plus de coûts que de bénéfices finalement à la population et à la collectivité. En termes d'héritage, il y a un projet dont le destin est promis est à l'exact opposé de ces éléphants blancs. C'est ce qu'on appelle le PRISM, le pôle de référence inclusif et sportif métropolitain. Bravo, on peut l'applaudir. Qui doit faire... Vous m'avez tendu un piège là. Absolument, je ne vous avais pas prévenu. Qui doit faire de la Seine-Saint-Denis un modèle en matière de pratiques sportives pour les personnes en situation de handicap. Où est-ce qu'on est de ce projet ? Il est quasiment terminé. Ce qui reste à fixer, c'est la date d'inauguration. Voilà, donc, on avait parlé de début 2025, on est toujours dans les clous. On est toujours absolument dans les clous. J'ai vu il n'y a pas longtemps, à l'occasion d'un match France-Nouvelle-Zélande au Stade de France, la directrice du lieu. J'ai pris donc des nouvelles du lieu. Qui est à Bobigny. Absolument, à Bobigny. Un équipement extraordinaire, un équipement unique en Europe. Et dans le monde, je crois, non En Europe, non, en tout cas. Restons modestes. 15 000 mètres carrés, je crois. Voilà, 15 000 mètres carrés, 70 millions d'euros de travaux, aidés notamment par la métropole du Grand Paris. Et équipement sportif qui a vocation à accueillir tous les sportifs. Et pas simplement les sportifs valides, et pas simplement les sportifs en situation de handicap. Tous les sportifs. Et pour tous les types de handicap. Pas simplement, mais ce serait déjà beaucoup, pas simplement les handicaps moteurs, mais également les handicaps psychiques. Et c'est, je crois, et visuels, pardon. Et c'est, je crois, vraiment un équipement qui a vocation, effectivement, à devenir un équipement de référence, sachant qu'en plus, il est adossé à l'université et l'hôpital Avicenne, qui est un hôpital universitaire de l'assistance publique. Et donc, si vous voulez, c'est cette espèce d'écosystème qui fait qu'on a bon espoir, pour le coup, que ce ne soit pas un équipement qui soit ces fameux éléphants blancs et qui se délabre ou se délite une fois que la compétition est passée. Absolument pas. C'est d'ailleurs un héritage qui a servi de centre d'entraînement, un peu, mais qui n'était pas dans la maquette initiale de l'organisation des Jeux. On a saisi l'occasion des Jeux pour penser cet équipement propriété du département. Vous avez pu le voir, Florian Joigny, ce prisme ? Non, je ne connaissais pas du tout ce projet. Donc, voilà, je découvre. Un impressionnant mur d'escalade, je crois, de plus de 15 mètres de hauteur. Florian sera invité à l'inauguration. Voilà, bon, c'est noté, on l'a tous enregistré. Reste à faire venir le public dans ce prisme, parce que c'est un des problèmes de la Seine-Saint-Denis, c'est l'accès au transport. C'est pas pratique aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas pratique, vous avez raison. Alors, la ligne 15, notamment grâce à Aegis, va nous permettre d'améliorer cela. Mais ce que je note, et finalement, je pense que c'est bon signe qu'on se pose la question. C'est-à-dire qu'on se pose la question de l'accessibilité du lieu du prisme aujourd'hui. Et c'est marrant, mais on se l'a posé assez peu pour l'accès à l'université ou l'accès à l'hôpital qui est juste à côté. Ouais. Et pourtant, que ce soit à l'université ou à l'hôpital, on peut aussi accueillir des gens en situation de handicap ou en tout cas qui ont des problèmes de mobilité. Et en ce sens, c'est une bonne chose que ces Jeux olympiques et paralympiques aient eu lieu pour favoriser cet héritage matériel. Alors, c'est non seulement une bonne chose, mais je crois ça traduit aussi le changement de regard que l'on peut avoir sur les questions notamment des mobilités ou de l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Ça devient maintenant... en tout cas, je souhaite que ça le devienne, et je crois qu'on est nombreux à être dans cette situation-là, que ça devienne une sorte de réflexe
pour la totalité des équipements à venir, la totalité des moyens de transport à venir. On en est encore loin, malheureusement, mais au-delà de l'évolution de la loi, c'est aussi l'évolution des réflexes des décideuses et décideurs qui doit intervenir. On parlait des transports, Thibaut Héroux-Roy, je ne sais pas si vous pouvez nous éclairer sur cette ligne 15 dont vous parliez, c'est la future gare de Drancy-Bobigny, je crois. Est-ce que Aegis a un rôle à jouer ? Je crois que l'ouverture, elle n'est pas pour tout de suite, c'est 2030 ou 2031. 15 ans, oui, c'est plus tard, ouais. Alors sincèrement, je n'ai pas du tout la réponse à cette question. C'était une question piège aussi, j'en suis désolé. Alors on va poursuivre avec l'héritage matériel et le village des athlètes, le village des médias aussi, qu'il y avait à Duny et au Bourget, toujours en Seine-Saint-Denis. Là encore, je crois qu'il y a 1300 logements qui doivent voir le jour. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, vous qui êtes élu de Seine-Saint-Denis, de gentrification des communes concernées ? Alors, j'adore ce débat. Je vais essayer de ne pas être trop long. D'abord, je note qu'on se pose la question de la gentrification pour le département de la Seine-Saint-Denis. On se le pose parfois sur certains quartiers parisiens, du nord de Paris, du 18e arrondissement, du 19e. On nous pose cette question-là presque sur le mode du reproche. Vous voyez, la Seine-Saint-Denis est historiquement un département qui accueille et fait vivre des familles très majoritairement issues de catégories populaires. C'est l'histoire de ce département, c'est l'histoire de la région parisienne. La gentrification, on n'a pas attendu les Jeux Olympiques pour la constater et parfois la subir. C'est la dure loi du marché, c'est la dure loi du prix du foncier. Quand vous êtes dans une situation où vous êtes à proximité immédiate de Paris et vous avez un réseau de transport qui est relativement dense, forcément, ça fait monter les prix. Vous l'observez à Paris, en région parisienne, vous l'observez dans toutes les villes du monde, dans toutes les métropoles du monde. Donc, cessons de reprocher aux JOP, aux Jeux Olympiques et Paralympiques, d'avoir finalement contribué à la gentrification du département. Premier point. Deuxième point, au nom de la lutte contre la gentrification, il aurait fallu laisser ces terrains comme ils sont et laisser les conditions de vie des habitants aux alentours comme elles étaient. Je ne le crois pas. Et par ailleurs, pour finir, comment dire, les villes en question vont accueillir, et les constructions qui sont livrées, que ce soit à Duny, au Bourget, à l'Île-Saint-Denis, à Saint-Denis ou à Saint-Ouen, vont accueillir entre 25 et 40% de logements sociaux. Enfin, pardon, mais à Duny, aujourd'hui, c'est un peu plus de 6 000 habitants, entre 6 et 7 000 habitants, il y a 75% de logements sociaux. Alors, si on passe à Duny de 75% de logements sociaux à 72 ou à 70, les gens qui parlent de gentrification ne savent pas de quoi ils parlent. Bon, vous avez bien compris qu'on ne parle pas trop de gentrification avec Emmanuel Constant, sinon il s'énerve. Et non, il a tout à fait raison de remettre en perspective. Comment dire, ça m'irrite un peu. Oui, voilà. Quand certaines communes n'arrivent pas à atteindre le taux des 25% de logements sociaux. Voilà. La Seine-Saint-Denis, c'est aussi un des départements les plus pauvres de l'Hexagone et un des moins bien pourvus en équipement sportif. Thibaut Héroux-Roy, il y a eu le centre aquatique olympique qui a vu le jour. Que va-t-il devenir ? Avant d'être pensé comme un site olympique, ça a d'abord été pensé comme une piscine à destination des habitants de la Seine-Saint-Denis. Et donc, dans la programmation de cette piscine, on a d'abord pensé à cette notion d'héritage avant de penser à la compétition. Et donc, très prochainement, au cours de l'année 2025, ça va devenir un équipement à part entière du département de Seine-Saint-Denis, dans lequel les habitants pourront se baigner, les écoles pourront venir prendre des cours, etc. Donc, voilà. Un vrai bel héritage, ce centre aquatique olympique. Il y a aussi la passerelle qui permet de passer pour les piétons et les cyclistes des deux côtés, des deux parties de Saint-Denis, Thibaut Héroux-Roy. Ça aussi, c'est une nouveauté, un bel héritage. Oui, pendant les Jeux, cette passerelle permettait aux spectateurs de passer directement du centre aquatique vers le Stade de France. Mais en fait, ça permet de traverser le périphérique à un endroit où on n'était pas capable de le faire avant. Et donc, ça permet de relier facilement deux parties du département qui étaient un petit peu isolées les unes des autres. Et ça permet aussi le développement des mobilités douces, Emmanuel Constant. Oui, si vous voulez, le département de Seine-Saint-Denis est un département qui parfois lacéré quand même par des
par des tranchées urbaines qui sont assez colossales. Et puis l'île Saint-Denis, comme son nom l'indique, est une île. Et donc, à ce titre-là, les franchissements qui ont été opérés sont très utiles pour recoudre le tissu urbain sur le département. Pardonnez-moi, je voudrais juste revenir sur le CAO. Vous disiez, mais avec une très grande justesse, que c'était pour au-delà de la compétition, ça a été d'abord conçu comme étant un équipement pour les habitants du département. Oui, et c'est la raison pour laquelle il n'y avait pas des tribunes de 5000 places. Et c'est la raison pour laquelle les épreuves de natation se sont déroulées dans des structures provisoires. C'est parce que le comité d'organisation ne voulait pas transformer ce lieu en simple lieu olympique qui aurait nécessité des dépenses extrêmement importantes et qui, à la fin, finalement, aurait peu servi aux habitants, puisque ce que vous prenez en construisant des tribunes définitives se fait aux dépens finalement d'un usage quotidien pour les habitants. Donc on a tous entendu cette polémique sur ce centre aquatique olympique qui ne pouvait pas accueillir les compétitions de natation. Mais c'était parfaitement volontaire, car encore une fois, la meilleure façon d'éviter les éléphants blancs, c'est d'avoir des équipements provisoires qui sont démontés et qui disparaissent à l'issue des Jeux. Absolument. Un mot des mobilités douces, j'y reviens. Florian Joigny, vous vous déplacez à vélo en région parisienne quand vous êtes là ou pas ? Non, je n'emmène pas mon vélo parce que c'est un peu trop compliqué, ce serait un peu dangereux, je pense, parce que je circule en voiture et je vois les cyclistes dans tous les sens. J'imagine un vélo couché dans Paris, voilà. Donc non. Donc plutôt en Isère, chez vous, voilà, au grand air. Là où il y a un peu moins de circulation et de densité de voitures. Ouais. Florian Joigny, vous restez avec nous. Je vais remercier Emmanuel Constant, Thibaut Hérault-Roy pour vos témoignages. C'était passionnant. Il est l'heure d'aborder la seconde partie de l'émission consacrée cette fois à l'héritage immatériel de ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Quel accès va-t-on proposer aux personnes en situation de handicap ? C'est l'un des principaux enjeux de l'après-JO 2024. Ces Jeux paralympiques qui ont tant déchaîné les foules vont-ils être suivis d'effets ? Florian Joigny, vous êtes bien placé pour en parler. Nos équipes vous ont suivi aux côtés des salariés d'Aegis. Je n'arrête pas quand je suis fatigué, mais j'arrête quand j'ai fini. Je trouve ça vrai, particulièrement dans le sport, et c'est ça qui permet aussi peut-être d'arriver à des résultats en étant toujours avec soi-même, dans le sens où il ne faut pas trop vite se satisfaire, et quand on va s'entraîner, on va faire un entraînement, on ne va pas faire du cyclotourisme. Aujourd'hui, le sport, ça a une place majeure. Quelque part, c'est devenu notre métier. Et on a eu une seule idée en tête, c'est de toujours progresser, aller chercher un peu plus loin, de manière à essayer de penser à tous les paramètres qui peuvent faire que demain, on va rouler plus vite. Puis on a des objectifs en tête. Là, bien sûr, il y aura Paris 2024. Et c'est à la fois loin, mais on y est déjà. Et continuellement, on essaie de progresser pour battre les autres. C'est très accessible, honnêtement, sans vouloir passer de la crème. On n'a eu aucun souci d'accessibilité, que ce soit pour se garer devant, pour rentrer, les ascenseurs sont spacieux, il n'y a pas de marche, c'est bien de ce côté-là. Ouais. Bonjour à tous, il y a des légumes, de la protéine, tout ce qu'il faut. Aegis c'est au top. C'est bien aujourd'hui parce que comme il y a des teams d'ambassadeurs, d'athlètes, on arrive à croiser des athlètes qui viennent d'autres disciplines et c'est intéressant. Je pense que la France a mis le paquet pour rehausser un peu l'image du paralympisme et j'espère que ça va continuer comme ça. Hop. Merci. Simplement, ce que fait Aegis, c'est super d'avoir pris un ambassadeur de para, de olympique, 2 hommes, 2 filles. On va vers une égalité, ça passe par le sport, mais au final, ça change aussi les mentalités dans tout l'ensemble de l'entreprise. Vous êtes prêtes ? Et puis, ça permet de faire découvrir aux collaborateurs déjà notre sport, mais aussi que même avec un handicap, on peut faire plein de choses et ça enlève certaines œillères peut-être. C'était juste avant les Jeux, vous, l'ambassadeur Aegis, Florian Joigny, à la rencontre des salariés, c'est un bon souvenir ? Votre message a porté ses fruits ? Ouais, c'est un bon souvenir, c'était à Lyon. Et oui, c'était un plaisir d'échanger avec les collaborateurs et puis de faire un petit peu aussi découvrir mon sport. On avait fait un petit tour
dans le parc de la Tête d'Or, donc c'était sympa. Ouais. Alors il y a la question du handicap, bien sûr, mais aussi la place accordée au sport dans la société française. Va-t-elle évoluer après les Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques? Comment faciliter la pratique sportive chez les jeunes? Comment lutter contre l'obésité? Comment œuvrer davantage en faveur de la parité homme-femme? Autant de questions passionnantes qui vont nous permettre d'aborder donc cette question de l'héritage immatériel avec nos deux invités que je vous propose d'accueillir. Marie-Françoise Potreau, vous êtes vice-présidente du Comité national olympique et sportif français, le CNOSF. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et Diogo Tadei, vous êtes Key Account Manager Sports Events chez Aegis. Vous nous direz dans un instant en quoi ça consiste. D'abord, une question dans le public pour Florian Joigny, notre athlète Aegis, invité fil rouge de cette émission. Bonjour, je m'appelle Baptiste, je travaille à la direction technique et innovation chez Aegis. Donc cet été, j'ai pu participer aux Jeux olympiques et paralympiques en tant que volontaire et j'ai également pu me rendre dans les stades et j'ai pu voir un engouement des Français donc pour les Jeux olympiques et aussi paralympiques. Donc je voulais savoir si vous, de votre côté, dans votre club, vous avez pu voir cet engouement et si derrière, il y avait des moyens qui suivaient pour les nouveaux licenciés. Merci. Florian Joigny. Alors dans mon club en particulier, j'ai pas eu réellement de retour là-dessus parce que j'ai été très occupé après les Jeux et j'ai pas vraiment pu repasser dans les locaux. Par contre, effectivement, en participant à divers événements et en échangeant avec un petit peu des gens qui gravitent autour du milieu du handisport, c'est vrai que ce qui nous arrive aux oreilles, c'est qu'il y a plus de demandes pour aller s'inscrire dans les divers clubs, se renseigner auprès des comités paralympiques, notamment en Isère. Voilà, donc les Jeux, je pense, ont donné envie aux jeunes ou moins jeunes simplement de se lancer dans des pratiques sportives et c'est très bien. Marie-Françoise Potreau, accueillir les nouveaux licenciés, c'est une vraie question. Il y a 2 ans, 2022, vous écriviez un article intitulé « Le CNOSF à fond sur l'héritage, mais c'est pas gagné ». 2 ans plus tard, vous avez changé d'avis ? Alors, je peux difficilement mesurer encore si c'est gagné ou pas gagné, mais en tout cas, il y a un vrai engouement sur notamment le nombre de prises de licence actuellement dans les clubs sportifs, que ce soit d'ailleurs des disciplines olympiques ou non olympiques. Je me permets de donner le pourcentage des licenciés de cyclisme actuellement. On est à plus de 25% de licences. Oui, c'est énorme. Donc c'est quand même beaucoup. Pour autant, effectivement, on se heurte aussi après à ce problème d'accueil sur une piste de BMX, où notamment, voilà, vous avez l'équipement et vous ne pouvez pas mettre plus de temps d'enfants sur cette piste. Mais pour autant, il y a un vrai engouement. Et c'est vrai que cet engouement, on l'a travaillé avec le CNOSF par anticipation et notamment avec les dispositifs que l'on a initiés et que l'on a développés. Je pense à la semaine olympique et paralympique avec les jeunes, à Génération 2024, qui sont aussi ce travail qui a été fait avec les établissements scolaires pour promouvoir la pratique sportive, tout ça dans le spectre des Jeux de 2024. Moi, je pense qu'effectivement, et puis alors, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est l'égalité, la parité. Homme-femme, bien sûr. Voilà, homme-femme, et c'est là aussi parce que les Jeux Olympiques, c'est le seul moment où on montre autant de sport féminin que masculin. C'est le seul moment. Et donc, à partir de là, on voit aussi l'engouement sur la prise de licence féminine dans les clubs. Et là encore, vous avez des chiffres ? Alors, j'ai pas des chiffres, mais en tout cas, encore une fois, sur l'exemple du cyclisme, on est quasiment à 50-50 sur la prise de licence, la demande de prise de licence. Vous dites que le premier héritage, c'est cette envie de faire du sport chez les Français, mais il y en a un second, c'est cette ferveur populaire. On en parlait tout à l'heure avec Sophie Lambert, les 45 000 bénévoles partout en France. Et ça, pour l'avenir, c'est un plus pour vous, parce que vous allez pouvoir piocher, aller chercher des bénévoles pour les courses amateurs qui s'organisent au quotidien ou toutes les semaines, tous les week-ends. Oui, alors c'est un très beau vivier parce que il y a beaucoup. Alors, il y a la projection 2030 des Jeux d'hiver de 2030 sur lequel on se projette déjà et notamment avec cette cohorte de volontaires. Mais il n'y a pas que. Moi, je parle encore une fois pour le cyclisme. On a 2027 des championnats du monde toutes disciplines en Haute-Savoie sur lequel là aussi il va falloir avoir énormément de volontaires. On voit que les volontaires sont, c'est des cohortes qui vont être très régulièrement sollicitées. Il y avait une épreuve sur piste là dernièrement, ce week-end dernier à Saint-Quentin, et des volontaires. On a vu qu'il y avait encore l'équipement des Jeux et qui étaient là en position de volontaire. Donc je crois qu'on a donné cette culture du volontariat parce que on l'a, c'est les Jeux et que les gens ont voulu être
faire partie de la fête. Et pour autant, aujourd'hui, c'est aussi à nous, par contre, fédération, à savoir les capter, les entretenir à quelque part. Et le mouvement sportif, le Comité national olympique et sportif, va travailler sur ce sujet, et notamment avec le dispositif Allez les Bleus. Qui sont les supporters là, ouais. Sur lequel beaucoup de fédérations, notamment de sport collectif, avaient l'habitude de ces cohortes de supporters. Pour les sports individuels, beaucoup moins. Et aujourd'hui, ça a été l'occasion de mettre en valeur, d'organiser ces supporters dans différents lieux. Et aujourd'hui, ce sont des collectifs qui sont disponibles et que l'on va entretenir. Donc, c'est le comité olympique qui va se charger avec les différentes fédérations d'entretenir ce collectif Allez les Bleus. Alors, on parlait de parité homme-femme. Florian Joigny, vous ressentez, vous, l'engouement des femmes? Je crois que votre compagne elle-même est sportive de haut niveau et avec nous dans le public aujourd'hui. Est-ce que vous ressentez cet engouement du sport chez les femmes après les JO et les Jeux paralympiques? Dur de répondre à ça. Ce que je remarque et qui est vrai, c'est effectivement aujourd'hui les Jeux, c'est un peu la seule épreuve où il y a vraiment la parité sur la diffusion. On a aussi cette même problématique avec le parasport en fait. Donc voilà, on a un petit peu le même combat. Après, effectivement, dans le milieu du vélo, je vois qu'en handisport, il y a un peu plus de femmes. Parce qu'effectivement, il y a une disparité. Aujourd'hui, on était beaucoup plus d'hommes que de femmes dans l'équipe de France de paracyclisme. Ça tend à s'équilibrer un peu, mais on n'y est pas et il y a encore du boulot à ce niveau-là. Je voudrais compléter par rapport effectivement à cette parité. Effectivement, on l'a sur les athlètes puisqu'il y avait cette exigence. Pour autant, on ne l'a pas forcément atteint dans les encadrements techniques des fédérations puisque des entraîneurs femmes, ça ne se forme pas en 4 ans et ça fait quelque temps que l'on tirait la sonnette d'alarme sur le fait que on avait 10% de femmes dans l'encadrement technique à Tokyo et on est passé à 19% sur Paris. Donc, vous voyez qu'il y a encore du travail à faire parce que une femme entraîneur nationale, ça met quand même quelques années, comme un homme d'ailleurs, à se former. Pour autant, sur l'arbitrage, on a tenu les engagements de 50-50. Donc ça aussi, c'est une belle avancée parce que ce n'était pas toujours le cas. Donc voilà, il y a des dispositifs où on est encore en marge de progression. Pour autant, d'autres, le fait d'avoir les Jeux, on a passé un coup d'accélérateur. Il y a encore des combats à mener, on l'entend. Je me tourne à présent vers vous, Diogo Tadei. Je disais, vous étiez Key Account Manager Sport Event chez Aegis. Ça veut dire quoi? Qu'on comprenne bien. Bonne question. Vous ne savez pas vous-même? Oui, on est en train de bâtir une feuille de route au sein du groupe Aegis pour développer notre capacité parmi tous nos métiers confondus dans le but de développer des équipements sportifs dans différentes régions où Aegis est présent. Vous, ça fait 8 ans que vous avez rejoint le groupe Aegis, 8 ans de votre vie quasiment entièrement consacrés aux Jeux de Paris. Professionnellement, personnellement, c'était un défi sur les 2 plans? Tout à fait, absolument. Je reviens à un sujet qui était évoqué auparavant, la piscine de Saint-Denis. Oui. C'était le premier exercice sur lequel je me suis penché. Et les premières questions étaient, il nous faut une piscine, déjà pour les Jeux. Où est-ce qu'on la mettra? Et parmi différentes possible localisation pour cette piscine, on a trouvé que Saint-Denis était bien sûr identifié. On a identifié aussi par rapport au déficit des couloirs de natation dans le département. Ouais. Donc ça a justifié un mode héritage, une piscine municipale. Et je rejoins ce qu'on venait de discuter par rapport à la formation de coach et de staff technique. Il y a 8 ans, donc 8 ans avant l'événement, et quand on commence à 2016, et si là maintenant pour 2032 dans le cas de Brisbane, ils vont construire une piscine, ils vont construire un équipement, c'est le moment de penser à l'héritage, pas que de ce bâtiment, mais aussi de développer des coachs, de faire des formations, de professionnels, d'amateurs, des associations, parce que aujourd'hui un gamin de 12 ans, il aura 20 ans à Brisbane. Peut-être laisser là pour le JO.
Et donc, le héritage français de CNESF, c'est de voir notre position dans le cadre classement des médailles augmenter. Alors, vous vous projetez sur 2032, vous avez raison, les Jeux de Brisbane. Avant ça, il y a les Jeux d'hiver en France 2030 et les Jeux olympiques d'été à Los Angeles en 2028. En quoi Aegis pourrait être utile pour 2028 Los Angeles? Beaucoup plus qu'ils pensent. C'est-à-dire que quand on travaille dans notre coin, dans notre silo, on pense avoir les réponses à tout. Mais c'est quand on regarde ailleurs, c'est quand la délégation d'LA est venue à Paris, qu'ils ont vu, on va dire, la taille du problème. Et je veux faire simple. Ils ont dit mince, on a beaucoup de choses à faire. Ouais. Notamment en termes de transport, par exemple? Notamment en termes de transport. Et là, c'est le défi, déjà pour une ville américaine, qui est structurée sur d'autoroutes, des freeways, des highways, sur le transport en commun, qui n'y a quasiment pas. Ils ont eu 8 ans, ils étaient nommés hôtes de Jeux Olympiques de 28 en même temps que Paris pour 2024. Donc, ils ont eu 8 ans de préparation, donc 12 au total. Et il reste 4 ans à faire. Donc, c'est un projet, c'est un programme. Ils vont déjà laisser tomber pour livrer à temps pour les Jeux. Donc là, maintenant, il faut se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire dans les 4 ans qui viennent. Et là, imaginez-vous, de plus en plus, les Jeux sont plus grands, plus de spectateurs, donc plus de mobilité nécessaire. Comment Los Angeles va donc rajouter 3000 bus sur l'infrastructure existante. Bon, vous avez du boulot et vous allez encore vous faire des cheveux gris parce que vous m'aviez dit, c'est un peu comme vous, Florian Joigny, quand vous vous entraînez de façon très intensive pour obtenir des médailles. Alors, il n'est pas sportif de haut niveau, Diogo Tadei, mais je lui avais demandé de résumer en un mot cette aventure des Jeux Olympiques. Vous m'aviez dit c'était fatigant. Et en 2 mots? En 2 mots, hyper fatigant. Hyper fatigant. Voilà. Mais je veux citer Florian, on n'arrête pas qu'on est fatigué, on arrête qu'on est fini. On va rester sur cette très belle citation. Je vous remercie. Merci Diogo Tadei, merci Françoise Potreau pour votre enthousiasme. On sent le grand jeu continue dans un instant. Il nous reste encore un petit quart d'heure à passer ensemble et nous allons accueillir à présent un homme qui a vécu une expérience unique qu'on ne vit qu'une seule fois dans sa vie, celle de porter la flamme olympique. Je vous propose d'applaudir Richard Langrand qui s'installe en même temps, s'il vous plaît, qu'Isabelle Méran. Isabelle Méran qui nous fait le plaisir aussi de nous accompagner pour cette dernière ligne droite. Bonjour Isabelle, bienvenue. Vous êtes directrice de la communication des affaires publiques d'Aegis. Richard Langrand, porteur de la flamme olympique, je le disais. On va le voir sur ces images. Vous avez été un des 10 000 chanceux porteurs de la flamme. On vous voit avec d'autres salariés d'Aegis qui ont eu la chance de porter cette flamme olympique. Vous, c'était du côté de Châtellerault, c'est ça? Exactement, sur Châtellerault, oui. À côté de Poitiers. Au départ, c'était quasiment un non-événement pour vous, pourtant. Tout à fait. J'ai complètement postulé par hasard grâce à Aegis, que je remercie beaucoup, parce qu'en fait, c'est quand même un événement assez incroyable. Et moi, j'aime bien le sport. J'avais été marqué plus jeune, parce qu'on m'avait dit, ici, il y a des gens, des porteurs de flammes qui sont passés. Et j'ai eu cette opportunité de postuler et c'était un événement vraiment très, très fort. Vous dites que cette expérience a changé, vous a changé, en quoi ? Ce côté communion. Bon, déjà, moi, j'étais... en fait, j'étais plus moi-même. Je l'ai vu dans le bus quand on est passé au milieu de la foule. En fait, on n'est pas soi, on est l'esprit olympique, en quelque sorte, avant même de descendre du bus. Et c'est vraiment touchant de voir ça, cette liesse populaire où les gens sont impressionnés en vous voyant. Et puis tout le long quand on porte la flamme, c'est encore plus fort. Et donc, on voit qu'il n'y a plus de barrières, que tout le monde est uni, enfin, dans un pays qui était quand même, notamment à cette époque-là, assez fracturé, avec beaucoup de doutes sur les jeux, la pertinence des jeux. Moi, j'ai vraiment senti une ferveur, une unité qui était assez incroyable. Vous l'avez porté, vous, Florian Joigny, la flamme ? Ouais, je l'ai porté aussi à Valence, dans la Drôme. Mais ouais, c'est vrai que c'était une expérience énorme. Il y avait un public fou, un énorme engouement et on se sentait porté. Donc, c'était
sacrée expérience. Et en termes de ressenti entre votre course sous la pluie, où vous décrochez votre première médaille de bronze, vous vous sentez un petit peu déçu quelque part tout à l'heure et porter la flamme au départ, sentir cet engouement monter. Vous faites un classement. Ouais, c'est dur de faire des comparaisons. On n'est pas sur le même type d'épreuve, mais les deux étaient sympas. Enfin, la médaille de bronze un peu moins quand même. On se souvient de la Coupe du Monde 98 aussi. Pour la première fois, la France devenait championne du monde. À l'époque, on avait parlé de la France black, blanc, beurre. Et on avait assez vite déchanté. Est-ce que vous croyez que les Jeux de Paris peuvent changer le regard sur le handicap notamment ? Ouais, totalement. Je pense que ça a déjà commencé, hein. Moi, souvent, ce qui ressort, c'est qu'on me dit, à Paris, on a découvert un petit peu certains sports dans le handisport, mais on a aussi regardé simplement du sport, des performances sportives. Or, jusqu'à présent, souvent, on voyait le handicap avant la performance sportive. Et là, on est en train peut-être de passer un cap et voilà, c'est très bien. On parlait aussi du vivre ensemble il y a un instant avec vous, Richard Langan. Vous m'avez raconté en préparant cette émission une anecdote qui en dit long sur ce vivre ensemble et sur ces barrières qui pourraient sauter et permettre une meilleure inclusion. Est-ce que vous pouvez l'expliquer au public qui nous regarde et qui nous écoute? Oui, tout à fait. En fait, je fais partie grâce à la Fondation Archery, je suis le tuteur d'un jeune ivoirien qui est en France depuis 3 ans, qui vit dans des conditions un peu difficiles. Donc, je suis là pour le motiver et je l'ai accueilli à la maison pendant une semaine. Et c'était pendant les JO cet été. Et j'avais ma belle-mère, 76 ans, qui vient de Bretagne, qui était également là. Et ils étaient tous les deux sur le canapé à regarder les JO. Et c'était la combinaison des deux. On se dit, mais pourquoi on se divise, quoi? On voyait cette jeunesse forte, impliquée, pleine d'émotions. Ma belle-mère qui ne comprenait pas tout et donc qui lui expliquait. Et c'était vraiment beau de voir cette complémentarité. Et quand on voit ça, on se dit, il n'y a plus de... faut arrêter de se poser des questions. Il faut juste vivre ensemble, prendre le meilleur de chacun et avancer. Un mot peut-être aussi sur l'image que ces Jeux olympiques ont laissé à travers le monde. Je sais que vous êtes assez friand des images de la BBC, de la chaîne de la BBC, et vous avez constaté quelque chose. Oui, même déjà 2 choses. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait que c'était un non-événement pour moi, mais j'avais mis un post sur LinkedIn comme quoi j'allais être porteur de flamme. Et en fait, j'ai pas mal voyagé. J'ai vécu au Canada, aux Philippines, et j'ai déjà vu un engouement incroyable quand les gens m'ont dit « mais waouh !» Et ça, c'était assez fort. Et d'autre part, oui, j'aime bien écouter ce que les journaux étrangers disent de nous, notamment nos amis anglais qui parfois sont un petit peu durs avec nous. Et à la fin des Jeux, j'étais extrêmement fier parce qu'ils disaient la France, c'est un pays compliqué, mais ils ont réussi un exploit que beaucoup de pays nous envient. Diogo en parlait. Et c'est grâce aux ingénieurs, c'est les ingénieurs et notamment donc, aux ingénieurs d'Egis que l'on doit ce succès. Et ça m'a beaucoup touché parce que c'est assez rare, moi-même étant ingénieur, qu'on soit mis en avant. Et bon, on l'a tous vécu, c'était vraiment une belle réussite. Isabelle, les ingénieurs d'Egis ont fortement contribué à cette réussite. C'est votre constat partagé, j'imagine? Oui, bien sûr. Et je vais reprendre l'expression de Richard. Pour nous, c'était le vrai effet waouh. On y était, en fait. On a participé, on l'a fait. Les collaborateurs d'Egis l'ont fait, les ingénieurs, mais pas que, les communicants aussi, et tous les collaborateurs qui ont participé. Et ça a été une véritable, vraie expérience enthousiasmante et formidable. C'est l'événement du siècle. Je ne vous ai pas présenté, je me rends compte, Isabelle Méran, directrice de la communication et des affaires publiques d'Egis, je le rappelle quand même. Quand on regarde dans le rétroviseur, vous vous dites quoi aujourd'hui? D'abord, je suis très fière et j'espère que tous les collaborateurs sont fiers. Richard vient de le dire, mais on a eu des super témoignages. Ça a été beaucoup de travail. Ça a été beaucoup de travail des opérationnels. Ça a été beaucoup de travail aussi des équipes de communication pour essayer de faire vivre ces Jeux à l'intérieur parce que c'était notre objectif. On voulait vraiment fédérer. On voulait quelque chose d'enthousiasmant. On a travaillé pendant plusieurs années. Plusieurs dans mon équipe, mais c'est aussi toute l'équipe de communicants qui s'est impliquée et qui a fait de ces Jeux une vraie réussite. Et oui, c'est un effet tellement formidable de pouvoir participer à ça dans la vie d'un communicant. C'est une étape. Hein. Enfin, c'est la réussite d'une vie de communicant de pouvoir participer aux Jeux et de pouvoir travailler sur ces sujets-là. Et dans la vie d'un communicant, de pouvoir parrainer aussi des athlètes de haut niveau, comme Florian Joigny, c'est pas le seul, je crois. Non, c'est pas le seul. On a eu la chance de parrainer 4 athlètes, donc 2 athlètes, 2 parathlètes. Et ça aussi, c'était moi, c'était une première pour moi dans ma vie de communicante et aussi dans mon équipe. Et c'était vraiment, d'abord, c'était un challenge
d'associer Aegis à des athlètes, parce que c'était pas forcément... Aegis n'avait jamais été supporter officiel d'un événement comme les Jeux Olympiques et même d'événements mondiaux, donc c'était une vraie visibilité et c'était un vrai engagement pour nous de sponsoriser des athlètes et de s'impliquer aussi à ce niveau-là. Et vous, Florian, vous êtes satisfait de ce parrainage ? Et évidemment, c'est difficile pour lui. Je peux pas dire non, mais non, c'est un soutien qui compte dans notre carrière. Notamment moi, je fais un sport individuel. On doit construire un plan de carrière aussi qui nous permet d'être performants et aussi de financer tout ça. Donc Aegis contribue à ça et puis ça permet aussi de venir échanger et de découvrir un petit peu des métiers qu'on ne connaît pas, d'échanger avec des ingénieurs, de voir ce qu'ils font dans cette belle entreprise et voilà, ça apporte aussi autre chose. Le lien entre votre entreprise et les athlètes, c'est une chose, et puis il y a aussi créer du lien entre les collaborateurs. Isabelle Meyrand, comment vous vous êtes pris ? Oui, alors on a essayé d'organiser beaucoup d'événements qui ont été créés par la direction de la communication et par tous les communicants de façon à embarquer l'ensemble des collaborateurs, pas que les sportifs finalement, parce que les sportifs c'était plutôt simple. C'est facile. C'était facile. Ils étaient déjà enthousiastes à l'idée de participer ou de pouvoir avoir accès à ces jeux. Mais notre objectif aussi, c'était d'embarquer ceux qui ne sont pas sportifs, ceux qui... Vous comme êtes moi parvenu un peu, qui regardent à la télé. Donc, et on a pu développer une application pour mettre à disposition de tous les collaborateurs une application sportive où les collaborateurs ont pu participer par équipe, en France, mais pas seulement, aussi dans le monde. Donc ça a été un véritable engouement, puis ça permettait de créer du lien. Et des challenges de développement durable aussi. Et des challenges de développement durable, ça c'était pour les moins sportifs en tout cas, et ça leur permettait de participer aussi. Et ça a permis finalement des belles rencontres. Je reviens sur le sponsoring des athlètes, c'était aussi des belles rencontres avec les collaborateurs, on l'a vu tout à l'heure. Et ça c'est inestimable pour nous, en tout cas quand on travaille en matière de com interne pour pouvoir... afficher des belles réussites. Une dernière question, l'autre objectif, c'était peut-être aussi de rendre la marque Aegis plus visible auprès d'un public des talents de demain, peut-être ? Oui, alors essentiellement en interne, continuer à développer ce sentiment de fierté et d'appartenance au groupe Aegis et également, c'est ce que vous soulignez, plutôt envers les talents et ceux qui auraient envie de nous rejoindre, en fait, donc des jeunes, des ingénieurs... mais même des moins jeunes qui n'auraient pas entendu parler d'Aegis jusqu'à présent. On n'est pas une marque accessible au grand public, donc on n'avait pas une dimension de communication externe très très importante, mais on a aussi beaucoup travaillé avec les écoles, avec les ressources humaines, de façon à pouvoir aussi développer cette marque employeur. Et les athlètes nous ont bien aidés aussi sur ces sujets-là. Merci Isabelle Meyrand. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Florian Jouani, bien sûr, champion paralympique, triple médaillé cet été, d'avoir été notre invité fil rouge. Merci à Marie-Françoise Potreau, vice-présidente du CNOSF, Comité national olympique et sportif français. Merci bien sûr à toutes les équipes d'Aegis pour leur accompagnement. Merci à Sophie Lambert, volontaire Aegis, à Richard Langrand, porteur de la flamme, Diogo Tadei, Key Account Manager Sports Events, on sait tout ce que ça veut dire désormais chez Aegis, Thibaut Hérault-Roy, chargé de projet sport et events chez Aegis, et bien sûr à Emmanuel Constant, vice-président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis en charge de l'éducation, des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques. Merci aussi à Isabelle Meyrand, à votre équipe, Emmanuel Génaud, Tristan Gaillot, accompagnateurs du projet Paris 2024, qui ont eu l'idée et qui ont créé cette belle émission autour de l'héritage matériel et immatériel des Jeux de Paris 2024. Merci à tous. Pour conclure, un petit mot peut-être avec une citation. Je vais vous la laisser en réflexion, celle d'un certain Nelson Mandela, ancien prix Nobel de la paix et ancien président sud-africain, qui avait organisé, souvenez-vous, la Coupe du Monde de rugby en 1995 dans son pays. Coupe du Monde qui avait permis de rapprocher les Noirs et les Blancs au pays de l'apartheid. Voilà ce qu'il disait: le sport a le pouvoir de changer le monde parce qu'il a le pouvoir d'inspirer les êtres. Gageons que les Jeux de Paris 2024 ont inspiré de nombreux êtres et qu'ils permettront d'une façon ou d'une autre de changer le monde de demain. Merci à tous pour cette émission.